Le Cercle RH, notre débat aujourd'hui sous forme de grand entretien. On va parler de diversité. On en parle beaucoup en creux finalement dans cette campagne présidentielle, mais on va aussi en parler là, très concrètement. La diversité en entreprise, qu'est-ce que c'est? On en parle avec Saïd Amouche. Bonjour Saïd. Bonjour Arnaud. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. C'est réciproque. Vous êtes très très occupé. Vous êtes le fondateur de Mosaïque RH en 2007, président de la fondation Mosaïque RH. Vous allez nous en parler. Et puis, ce profil, alors on a pris un peu d'avance, il faut le reconnaître, mais vous avez tenu votre conférence de presse le 22 septembre dernier, entouré de chefs d'entreprise, de décideurs, parce que se prépare un sommet de la diversité qui se tiendra à Bercy, au ministère de l'économie et des finances, et on va bien sûr en parler. Juste un tout petit mot de contexte, les mots comme ça qui circulent dans cette campagne présidentielle venue d'un homme qui s'appelle Zemmour. Est-ce que vous n'êtes pas finalement celui qui pouvait déconstruire ce discours sur on ne peut pas s'appeler Mohamed en France, vous vous appelez Saïd Amouche, vous êtes un fils d'ouvrier marocain, d'une mère au foyer, vous êtes passé par l'éducation nationale un temps. Avant, vous êtes passé, je crois, par Aulnay-sous-Bois, par des petits boulots. Vous avez galéré, vous avez envoyé des CV et vous avez monté votre boîte. Comment vous regardez cette question? Est-ce que vous n'êtes pas en creux celui qui peut donner un vrai sens à ce débat sur la diversité? Moi, je crois que le vrai sujet, c'est la capacité que notre société a à intégrer ses concitoyens par le travail. En fait, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas d'être un homme ou une femme, d'être gros ou petit. Le sujet, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'intégrer les gens? Et je pense qu'aujourd'hui, au regard des opportunités économiques, des montants financiers aujourd'hui qui sont disponibles en matière d'investissement, on peut faire des choses. Et au-delà du nom, au-delà du prénom, au-delà du lieu d'habitation, qui est discriminant, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire de l'inclusion économique. C'est le pari que vous avez fait en 2007, mais je sais que vous êtes pudique et que vous n'aimez pas raconter votre vie personnelle, mais quand on crée Mosaïque RH et qu'on s'engage à permettre à des jeunes diplômés des quartiers de trouver un emploi parce qu'ils ne le trouvaient pas, c'est parce que vous êtes passé par là aussi. Oui, parce qu'on a une responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, on a peut-être le meilleur diagnostic de ces questions-là. Bah oui. Et si on a le diag, qu'est-ce qui nous empêche à faire? Et comme j'ai effectivement une envie assez naturelle de pouvoir construire des solutions, fabriquer des solutions, mettre autour de la table un certain nombre d'énergie pour pouvoir fonctionner mieux demain qu'aujourd'hui, eh bien c'est ça qui a donné envie. Donc plutôt que de parler, commenter, on préfère agir chez Mosaïque. Alors vous agissez concrètement parce que vous permettez à des entreprises ou à des jeunes diplômés de trouver un emploi, donc vous les mettez en relation. Il y a un mot que vous utilisez souvent quand on vous parle, je connais un tout petit peu, vous parlez de déconstruire. Ça veut dire quoi, déconstruire? Ça veut dire faire tomber les préjugés, les mauvaises ou les fausses représentations que l'on se fait des quartiers de banlieue? Oui, moi je pense que, en fait, on a tous peur de l'inconnu. Si on est face à une situation qu'on ne connaît pas, mécaniquement, psychologiquement, on est dans une réticence. Donc je pense qu'on a à gagner à se connaître. Un petit enfant, il a peur du monstre parce qu'il n'a jamais vu le monstre. Mais si un jour on le met face à une photo de monstre, il va trouver ça amusant. Il va penser que c'est un objet supplémentaire pour s'éclater, s'amuser et prendre du plaisir. Et bien c'est ça en fait l'objectif même de Mosaïque, c'est de déconstruire les préjugés. Et il n'y a rien de tel que la preuve par l'exemple. Donc, dans les banlieues, dans ces quartiers dits difficiles ou même ces zones rurales, il y a des talents. Montrons ces talents et faisons en sorte que derrière, eh bien, ils puissent trouver leur place dans les organisations, publiques ou privées d'ailleurs. Publiques ou privées. On avait d'ailleurs fait une émission en accueillant un gros cabinet de conseil qui avait travaillé avec Mosaïque RH. On avait d'ailleurs un représentant de votre entreprise. Ça fonctionnait fort bien. Vous parlez aussi de l'enjeu économique, parce que là, encore une fois, dans cette campagne présidentielle, on parle d'identité, on parle de couleur de peau, on parle d'origine religieuse, mais vous dites, sur le plan économique, c'est une énorme erreur de ne pas intégrer notre diversité. On perd beaucoup d'argent à ne pas le faire. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'ai des clients qui font aujourd'hui la compétition à l'international pour gagner des marchés. Ils se retrouvent face à des Américains. Et quand ils veulent vendre de la culture, de l'entertainment, c'est qu'ils arrivent avec des commerciaux qui sont en fait monolithiques, parlant très mal anglais. Eh bien, je peux vous dire que face à une équipe multiculturelle américaine, souvent la partie est déjà perdue d'avance au moment où on commence la négociation. Et en fait, c'est ça qu'on veut dire. On veut dire que plus on vient avec des références différentes, plus on est capable en fait d'avoir une offre produit
qui, à un moment donné, fait la différence lorsqu'on est face à un client potentiel ou face à un marché en émergence. Alors, il y a un débat, je ne veux pas faire toute l'émission, et d'ailleurs on ne la fait pas, mais il y a un débat politique qui s'ouvre avec ces sujets d'identité, ça ne vous aura pas échappé. Et puis il y a aussi un débat lié aux entreprises. Elles ont mis du temps, les entreprises, parce qu'elles aussi à s'ouvrir, parce qu'il y a un vrai sujet autour des entreprises, des réticences des RH, des managers qui ne sont pas forcément formés. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que vous les rencontrez. Vous avez l'oreille attentive des ministres aussi. Vous êtes quelqu'un qui est très écouté quand même sur ces sujets. Qu'est-ce que vous leur dites aux entreprises? Écoutez, nous, on raconte pas grand-chose de nouveau que ce qu'on connaît et ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que les talents, ils sont disponibles. Une jeunesse qui a envie de réussir par le travail, ils sont là. La capacité à voir des initiatives émerger et regarder le nombre d'initiatives qui se créent dans ces territoires défavorisés, le nombre en fait de jeunes qui montent des initiatives ou des entreprises. Donc il y a mécaniquement aujourd'hui en fait une énergie très forte qu'il faut exploiter et on pourrait imaginer en fait en faire davantage en les présentant aux RH, en les présentant à des investisseurs, en les présentant à toutes les entreprises qui ont besoin aujourd'hui de se développer. C'est-à-dire que vous les accompagnez, c'est-à-dire que vous les recommandez en les accompagnant. Absolument. C'est ça l'idée. Notre rôle, c'est à la fois, on a souvent pris le sujet simplement en se disant il faut accompagner les jeunes. Évidemment, ils ont besoin d'être accompagnés, les jeunes. Mais tous les jeunes d'ailleurs. Il faut aussi accompagner les organisations, les recruteurs, les dirigeants sur ces questions-là et faire en sorte en fait qu'on trouve le meilleur moyen de créer le lien entre l'offre et la demande. Alors, un petit mot quand même sur l'organisation de votre entreprise, parce que c'est une entreprise à vocation sociale. Nous sommes une entreprise à mission. À mission, ça c'est très important. J'ai évoqué la création de Mosaïque RH, l'entreprise, et puis à la fondation. Racontez-moi, comment ça marche? Et effectivement, ça s'est passé en 3 étapes. La première étape, c'était une étape qui consistait à dire sortons en fait du discours politique et soyons en fait dans l'action concrète. Vous voyez que vous y venez au discours politique. Vous vouliez pas y venir, mais voyez que vous en parlez. Vous avez été heurté forcément par tout ce que vous entendez. Oui, mais c'est pas hier, c'est pas aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est depuis. Nous, on a irrigué en fait. On a été irrigué par ces questions-là. Donc nous, on s'est dit la meilleure alternative en fait, c'est la preuve par l'exemple. Donc créons un cabinet de recrutement non-profit qui a été lancé fin 2007 et qui très rapidement en fait a vendu des prestations de recrutement à des entreprises qui souhaitaient s'engager sur la diversité. Et on s'est rendu compte que ça faisait du bien aux entreprises parce qu'elles nous le disaient et ça faisait du bien pour les candidats parce que c'était aussi une manière de faire émerger des candidats issus de catégories sociales modestes et qui n'arrivaient pas à accéder, qui n'accédaient pas clairement. en fait, qui n'étaient pas recrutés au regard de leurs compétences et de leur nom, souvent le nom, le lieu. L'origine culturelle. Et culturelle, donc on les recevait même pas. Absolument, et qui arrivaient en fait à prendre des postes à responsabilité dans ces organisations. Donc ça a été le premier temps. Première étape. Deuxième étape, on s'est dit ça serait intéressant en fait de réunir l'ensemble de ces entreprises et peut-être porter un discours qui soit plus simplement en silo dans chacune des entreprises, mais sur l'ensemble de l'écosystème, sur l'ensemble du marché. Est-ce qu'à plusieurs, si on prend le secteur bancaire, si on prend les secteurs du service et autres, et qu'ensemble on se réunit, on peut peut-être organiser des choses. Et donc on a organisé un événement de plaidoyer très fort qui s'appelait en fait le top 10 des recruteurs de la diversité. On s'amusait à valoriser en fait les entreprises qui en font un maximum. Et puis on s'est rendu compte qu'en parallèle, il fallait peut-être aller beaucoup plus vite. Et le digital nous a aidés. On s'est rendu compte qu'on pourrait peut-être créer en fait une base de données intelligente, d'abord de candidats qualifiés, mais aussi une candidat tech qui peut être disponible gratuitement pour les recruteurs, gratuitement pour les candidats, l'offre et la demande, avec la possibilité en fait à ces candidats de se qualifier sur des tests de personnalité. Et donc on a lancé la plateforme qui s'appelle diversifievostalents.com et aujourd'hui c'est plus de 30 000 candidats qui sont disponibles. Et dernière étape, on s'est dit que tout ça, eh bien, ça ne valait qu'à partir du moment où l'écosystème fonctionnait dans cette direction. Et donc c'est pour ça qu'on crée le premier sommet de l'inclusion économique, qui est un véritable mouvement qui a pour vocation de mettre autour de la table tous les acteurs déterminés à changer. Mais je voudrais vous entendre, parce qu'auparavant, effectivement, vous organisiez ces événements depuis une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans. Là, vous franchissez une étape supplémentaire, Saïd Hamouche, parce qu'à travers ce sommet, d'abord le mot sommet, c'est un mot fort, c'est un mot très engageant. Quelle est votre volonté? C'est de dire là, on arrête de parler et on devient concret. Je veux un top, je veux un engagement. C'est ça que vous souhaitez aujourd'hui, du concret. Je pense qu'aujourd'hui, la compréhension de ces sujets-là, elle est gagnée. C'est-à-dire que c'est la grande différence entre aujourd'hui et il y a 15 ans.
Il y a 15 ans, on était dans le déni. Aujourd'hui, on a tous envie de bouger et je salue le plan du gouvernement Un Jeune Solution, je salue tous les plans d'action. Notre partenaire. Toutes les entreprises qui ont des plans d'action très avérés sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, on est sorti dans le déni. En revanche, on peut faire beaucoup plus. Il y a encore trop de jeunes aujourd'hui qui sont laissés sur le bas à côté de la route. Il y a trop de jeunes qui ne connaissent pas les opportunités qu'on a aujourd'hui sur le marché et c'est pas bon ça. Et donc on a besoin aujourd'hui de dynamiser toute cette matière grise et faire en sorte qu'on multiplie les recrutements et qu'on multiplie les investissements sur ces entrepreneurs. On va voir un tout petit clip dans quelques instants, mais un petit mot sur les soft skills, parce que ces fameux jeunes des quartiers diplômés, pas forcément de grandes écoles, mais diplômés, ils ont parfois une attitude, une énergie, un ton qui peut surprendre, être décalé, mais si on s'appuie sur les soft skills, ils sont parfois d'une immense créativité, d'une intelligence et d'une agilité incroyable. Et parfois, on ne se cantonne qu'à regarder, je dirais, l'aspect extérieur. Comment on gère cette question-là en RH ? C'est très simple. Quand on grandit avec une biculture, une double culture, forcément, on développe des habilités. Et on est obligé, à un moment donné, de s'adapter dans deux types de cultures. Ouais. Et donc, du coup, on a des aptitudes naturelles. Donc soit on fait le choix en fait de considérer que ces aptitudes, il faut les cacher, il faut être derrière une seule ligne, et donc du coup on appauvrit l'individu et donc la société, soit on considère que c'est une force pour tout le monde, et donc du coup on fait en sorte que les individus déploient leurs ailes, soient à l'aise dans leur basket, et puis réussissent à un moment donné à trouver leur place dans la société, et c'est bon pour le business. Et regardez justement ce petit clip. Alors, il est issu des équipes de Mosaïque RH en prévision de ce sommet du 29 novembre prochain. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans notre émission. C'est la diversité, on vient de l'évoquer à travers le lieu d'habitation, les quartiers, la couleur de peau, mais pas seulement. C'est la diversité au sens large. Alors, ce sont des personnalités qui témoignent et qui, en fait, comme des ventriloques, on raconte des histoires qui avaient été vécues par d'autres. Et vous allez le voir, c'est assez intéressant, marquant pour le moins. Écoutez. C'est dommage que vous n'ayez pas 20 ans, mais avec 10 ans d'expérience. Vous vous exprimez bien pour un noir. Vous venez d'où exactement? Avec un prénom pareil, je pensais que vous étiez blanche. Et vous n'êtes pas née ici, vous aussi? Aujourd'hui, un quart des diplômés ne sont pas reçus en entretien. Du seul fait de leur nom ou de leur adresse. Peut-on dans le même temps se plaindre de la pénurie de compétences? La diversité est une richesse. Tout le monde doit avoir la même chance. Alors, dirigeants, recruteurs, n'attendez plus. Élargissez vos horizons, diversifiez vos talents. Alors ça, c'est un des volets, on a coupé évidemment parce que le clip est plus long, ça c'est le volet sur la diversité, j'allais dire classique, traditionnelle, puis vous allez même plus loin, Saïd, au-delà de ces questions qui sont liées à la couleur de peau, le fait d'être noir, le fait d'avoir un nom à consonance étrangère, vous parlez de la diversité liée au poids, c'est-à-dire les discriminations liées au poids. Grossophobie. Grossophobie, à l'âge, les seniors, avec des chiffres qui sont là aujourd'hui, je crois que 52% des plus de 55 n'ont pas d'emploi. C'est le premier critère aujourd'hui discriminant, l'âge. Donc, dans l'esprit de ce sommet, il y a la notion de diversité. Quelle définition vous donnez, vous, à ce mot diversité, vous qui pétrissez ce mot depuis 2007? Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Vincent Hédin. On a produit un ouvrage qui s'appelle Chronique de la discrimination ordinaire, et notre démonstration, elle était très simple. On considérait, en prenant 6 portraits en fait, de citoyens français qui étaient soit des seniors, soit des personnes reconnues handicapées, soit des personnes vivant sur des territoires reculés, on démontrait en fait que c'est la même mécanique. En fait, c'est la mécanique du préjugé. Ce préjugé produit du stéréotype et empêche en fait la prise de décision et produit un mécanisme discriminant. Donc, à partir du moment où on est en rupture de cette chaîne, on est en capacité ensuite de regarder, penser décaler et puis s'enrichir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on est un mauvais collaborateur. Témoignage d'une boulangère patronne qui lui dit, ou le patron qui la recrute et qui ne lui demande pas ses compétences pour savoir si elle paye à la caisse, mais elle lui dit mais tu ne réussiras pas, parce que c'est exactement ce qu'elle dit, tu ne réussiras pas à passer dans le couloir.
Enfin, c'est terrible quand on entend ça. C'est terrible pour le candidat lui-même et c'est surtout terrible pour l'économie. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas bon. On ne peut pas considérer effectivement qu'il y a des marchés en tension, une pénurie de talent, et derrière on freine l'ambition, parce que derrière ça génère de l'autocensure, de l'auto-limitation. Et c'est ça qui n'est pas bon. Le sommet que vous êtes en train de préparer, il aura bien lieu au ministère de l'économie. C'est quand même pas rien. Le ministre de l'économie vous dit « je vous laisse mon ministère ». En termes de symbole, c'est très très fort quand même. Oui, parce qu'on a réussi à démontrer en fait que le coût des discriminations en France, c'est 150 milliards. C'est une étude qui a été réalisée par France Stratégie. C'est grosso modo un point de PIB. Et donc cette étude, elle va être rechallengée puisque on a le cercle des économistes qui vont travailler sur un modèle d'évaluation sur la croissance. Jean-Hervé Lorenzi. Absolument. Donc vous ouvrez aussi une porte qui n'avait jamais finalement été traitée et analysée, qui est l'angle du gain pour notre économie. Exactement. Du bienfait pour notre économie. Et pas forcément la bien-pensance ou les idéologies. Des idéologies qui sont aujourd'hui, à mon avis, stériles. Très concrètement, puisque c'est l'occasion de présenter ce sommet, en tout cas d'en faire un teasing, qu'est-ce que vous leur dites aux entrepreneurs, aux patrons du CAC 40, à ceux qui ont déjà dit « je serai présent à ce sommet » ? Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Un engagement, une charte, quelque chose qui les engage et vous les prenez au mot ? Surtout pas de charte, parce qu'on a combien de chartes ont été signées. Ce qui est important, c'est l'impact. Donc nous, on pense qu'il y a deux mécaniques en fait, sur lesquelles on peut être au rendez-vous. La première mécanique, c'est l'emploi. Donc nous, on veut accompagner en fait, ces entreprises à publier l'ensemble de leurs offres d'emploi et travailler en fait une campagne de recherche de candidats sur l'ensemble des territoires à travers la plateforme diversifiervotretalent.com. Donc plus on aura d'offres, plus ça deviendra en fait la place pour pouvoir réduire les inégalités et donc les discriminations. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Faut savoir que cette plateforme, elle est géniale parce qu'elle a intégré en fait un moteur de recherche qui permet à un moment donné de scorer les candidatures en fonction en fait des qualités attendues par le recruteur. Donc ça c'est chouette. Ouais. Et puis le recruteur, il peut aller au-delà du CV en regardant les tests de personnalité. Mais Saïd, quelques mots. Est-ce qu'il faut une nouvelle fois que la loi et que les parlementaires qui vont s'arrêter de travailler en mars prochain, donc c'est un peu tard, mais pour le prochain président, on repasse par la loi, on refait ou est-ce que ça passe d'abord et avant tout par la prise de conscience des dirigeants, des CEO, des COMEX ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des lois ou c'est l'entreprise qui prend son destin en main et qui tend la main à cette diversité ? Je pense qu'on ne pourra pas tout résoudre par la loi. Ce qui est le plus important, en fait, c'est de mettre en mouvement et surtout réussir à faire. Voilà, c'est ça le sujet. Comment on fait pour dérouler le bon processus et atteindre son objectif ? C'est compliqué en fait. C'est souvent des sujets en fait qui sont portés par des individus, des collaborateurs qui sont convaincus. À partir du moment où on est muté, à partir du moment où on est chassé dans une entreprise, souvent en fait le plan d'action s'arrête ou en tout cas perd de sa force. Donc je pense que ce dont doit se préoccuper aujourd'hui la société, probablement le gouvernement, c'est comment demain on peut faire émerger un opérateur qui traite ces questions-là à un très bon niveau tout le long de l'année et pas sur des temps stratégiques qui servent souvent de temps de communication externe. Mais Saïd Hammouche, je vous le repose, vous êtes un entrepreneur, vous êtes très engagé. Le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, et je le redis, le contexte politique, est-ce qu'il n'est pas là un petit peu, est-ce qu'il n'est pas un peu discordant ? Est-ce qu'il n'est pas en train de créer de la friture sur un discours extrêmement pragmatique que vous développez en disant, voilà, il faut être pragmatique, l'entreprise a tout intérêt à le faire, de tendre la main à ces jeunes. Est-ce que ce contexte-là est favorable ou pas ? Moi, je pense qu'on est en train de se perdre. Réellement, hein, on donne trop d'importance en fait à du détail. Ce détail aujourd'hui ne fait pas corps, ne fait pas masse. Aujourd'hui, on a une masse en fait de jeunes diplômés. Je vais vous donner un chiffre qui va tout de suite vous parler. Quand on fait des polémiques parce que il y a une tenue non convenable dans une plage, on a 150 000 jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur et qui vont décrocher un diplôme de l'enseignement supérieur et qui vont être discriminés parce qu'ils sont d'origine sociale pauvre, parce qu'ils n'ont pas les parents ou le réseau qui vont pouvoir les coopter, ou tout simplement parce que la mécanique de l'entreprise, elle est encore trop organisée sur les grandes écoles.
Et ça suffit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on met tout le monde au boulot, au regard de l'énergie et des compétences, on arrivera à retourner la situation. Donc c'est très simple, il faut juste se mettre en mouvement et chacun doit prendre sa part, les entreprises mais aussi les acteurs publics en France. Est-ce qu'il faudrait plus de Saïd Amouche? Non, je pense que... Est-ce qu'il faudrait plus de relais encore? Non, c'est pas une histoire de personne, c'est une histoire en fait de mouvement. Je crois que notre rôle, nous, c'est de réunir l'ensemble des acteurs qui ont envie de faire en sorte que les choses changent pour davantage investir dans les compétences et davantage soutenir les initiatives entrepreneuriales aujourd'hui qui pèsent et qui font que chacun devient autonome et réussisse par le travail. C'est ça qui est fondamental. Un mot par rapport aux personnalités qui sont exprimées dans le petit film. Alors, il y a celles qu'on a vues, puis il y en a d'autres qui s'expriment sur la diversité ou les discriminations au sens large. C'est important aussi pour ces jeunes diplômés, ou pas d'ailleurs, d'avoir ces modèles de la diversité qui leur disent « tu peux t'en sortir ». Vous avez été, je ne l'ai pas précisé dans votre bio, mais vous avez été aussi un sportif de haut niveau, judoka, ceinture noire, donc vous vous êtes aussi engagé fortement dans la compétition, dans le sport, les entraînements. C'est important d'avoir des modèles aussi, qui leur disent « regarde, j'ai réussi ». C'est important d'avoir des modèles et c'est encore une fois important d'utiliser ces modèles, pas simplement pour la photo, mais faire relais. Je vais vous prendre en fait un exemple très concret. Quand on voit ce qu'est capable de faire le judo français, avec plusieurs podiums. Aujourd'hui, le meilleur judo du monde, c'est le judo français. Il faut se rendre compte de ça. Médaille d'or en équipe contre le Japon. Et oui, gagner en finale en équipe mixte, c'est juste incroyable face aux Japonais. Eh bien, derrière, c'est des centaines de milliers en fait, de candidats qui pratiquent le judo, qui décrochent leur ceinture noire par force de travail. Et derrière, ils font des études et ils sont exclus du marché de l'emploi. Donc, ils réussissent sur un tatami et ils ne réussissent pas dans la vie active. Il y a un problème de fond. Et pourtant, c'est des sportifs de très haut niveau. Un tout dernier mot, le 29 novembre, ça c'est évidemment ce sommet, il sera en présentiel et en digital, on pourra le voir évidemment à distance, pas forcément besoin de tous de se presser au ministère de l'économie, il y a aussi, c'est un événement à double niveau, en présentiel, des ateliers, vous attendez beaucoup d'entreprises j'imagine, là la liste n'est pas arrêtée. Voilà, donc c'est ouvert à tous. Voilà, c'est intéressant de lancer le message. C'est ouvert à tous, il suffit de s'inscrire sur le sommet de l'inclusion économique, et puis il y aura en fait des tables rondes de qualité, en fait avec des intervenants très brillants et qui vont pouvoir nous inspirer. On va avoir des keynotes avec un certain nombre de professionnels qui vont nous expliquer comment ça fonctionne, des ateliers très pratiques sur comment recruter, comment utiliser en fait des méthodes comportementales pour pouvoir évoluer. Et puis une agora où on va mettre en lumière des acteurs qui sont sur de l'impact un peu partout en France, et qui font en fait de l'inclusion économique. Et on terminera par probablement l'annonce de la création d'un fonds qui aura pour vocation de soutenir les entrepreneurs en France. Et donc, du coup, on est dans un temps où aujourd'hui, on collecte de l'argent pour pouvoir réinvestir dans ces projets. Un fonds qui permettra de pouvoir soutenir des actions concrètes en direction de la diversité. On est bien d'accord au sens large d'ailleurs, hein. Vous ne cantonnez pas exclusivement à cette question de la diversité dans les quartiers, puisque c'est de ça dont il est question. Le problème des quartiers, c'est le problème de tout le monde aujourd'hui. Et le problème de tout le monde, c'est aussi le problème des quartiers, c'est la même méthode. Merci Saïd Amouche d'être venu sur notre plateau le 29. Et puis évidemment, d'ici là, commencez à vous renseigner. Prenez contact tout simplement avec Mosaïque RH aussi, parce qu'ils ont des collaborateurs efficaces qui pourront vous accompagner. Mosaïque RH, c'est combien de collaborateurs aujourd'hui ? 82. 82 collaborateurs. Voilà, c'était écrit en 2007 par vous, Saïd Amouche, qui êtes devenu un entrepreneur. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas demandé, dans les pistes d'alternatives pour ces jeunes qui ne trouvent pas d'issue, il y a souvent l'entrepreneuriat aussi. Je crée ma boîte, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas trouvé de boulot. Tout à fait. Et 62% en fait de création d'entreprises dans les quartiers populaires. Donc c'est important de le savoir. C'est important de... Vous voyez, ça c'est une réponse concrète aux problématiques idéologiques. Ce sont des jeunes qui ont envie, qui prennent leurs responsabilités, qui prennent leur destin en main et ils entreprennent. Donc ils prennent de l'initiative. Et donc à un moment donné, quand il y a un mouvement qui est donné comme celui-ci, il faut le soutenir. C'est vrai que, voilà, contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas tous à tenir les murs, parce que c'est l'expression qu'on utilise souvent dans les quartiers. Il y a plein de jeunes qui créent leur boîte et qui sont des entrepreneurs, voilà, tout simplement. Qui aspirent à une autonomie économique. Et absolument, et à pouvoir parfois même quitter leurs parents, parce que souvent l'enjeu c'est de pouvoir quitter ses parents et de créer, de construire sa vie tout simplement. Merci Saïd Amouche. Le 29 novembre, ce sera au ministère de l'économie et des finances et sur Internet. On suivra évidemment de très près cette
cet événement. Merci d'avoir pris le temps de nous rendre visite parce que vos journées sont assez chargées. Je me suis laissé dire que les ministres vous convoquaient, c'est vrai ça, pour avoir des conseils, que vous les accompagnez les ministres sur ces questions de diversité ou pas? Comme plein d'autres. Ou c'est une rumeur de journaliste? Comme plein d'autres, on est consultés pour partager nos expériences. En fait, c'est plutôt ça. Vous êtes un homme modeste, Saïd Amouche. Merci, fondateur de Mosaïque RH et de la fondation Mosaïque RH avec cet événement, je vous l'ai dit, le 29. C'est important que je vous remercie Arnaud parce que on ne peut pas faire l'inclusion économique sans les médias. Et donc quand on a des journalistes qui comprennent ce sujet-là et qui décident de faire des sujets, eh bien ça nous sert drôlement. Donc merci pour vos engagements et merci à la chaîne Bismart. On y croit, en tout cas, c'est un événement important. Merci d'être venu sur le plateau. On termine par Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va intéresser Saïd Amouche, c'est Monster, évidemment, qu'on connaît bien, qui fait une étude sur la génération Z. Est-ce qu'elle est confiante en l'avenir après cette année de Covid? On va en parler avec le responsable marketing B2B de la société Monster. C'est dans Fenêtre sur l'emploi.